Monsieur Alain Bolodjoa, si vous nous entendez, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous qui nous suivent en ce net moment. En tout cas, nous sommes dans le studio avec Poulousou Amban et nous allons avec Alain Bolodjoa. Ça faisait longtemps qu'on ne l'a plus eu. Essayer un tout petit peu de décortiquer l'actualité congolaise, mais aussi l'actualité de son parti politique. Vous connaissez Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, ce qui le caractérise, moi personnellement, c'est d'abord son courage politique et sa connaissance du droit administratif, je dirais ça comme ça, de la RDC. Et ça dénote, ça tranche absolument avec tous les hommes politiques que nous avons qui exercent aujourd'hui, parce que quand on leur pose des questions sur le fonctionnement de l'appareil administratif congolais, ils ont énormément de mal à expliquer et à comprendre le sens des choses et la manière dont les choses doivent, se présenter. Monsieur Alain Bolodjoa, nous te redisons bonjour et dites-nous d'abord comment est-ce que vous vous portez à Kinshasa. Nous savons que c'est très très difficile la situation, surtout des embouteillages aujourd'hui. Ah oui. Il y a un problème de dysfonctionnement systémique qui se ressent dans tous les secteurs de la vie. Tellement que les dirigeants sont indisciplinés, même le peuple emboîte les pas. C'est vraiment difficile de se déplacer dans la ville de Kinshasa. C'est vrai qu'il y a un problème dû au nombre de véhicules ou de moyens de transport. Mais la problématique aujourd'hui de la circulation ne réside pas seulement à ces niveaux. Nous avons d'autres problèmes du genre l'indiscipline au niveau de la police des circulations. Les usagers de la route n'ont pas la culture de respecter le code de la route. D'ailleurs, le code de la route aujourd'hui est obsolète. On n'a plus de permis de conduire, on a des difficultés d'avoir des cartes roses. Le code en soi n'est pas appliqué. Et devant cette réalité, ça renforce davantage l'embouteillage, sans oublier que nous avons déjà des problèmes de route, beaucoup de nids de poules, et donc naturellement, se déplacer à Kinshasa n'est plus facile comme vous l'avez connu. En tout cas, situation extrêmement difficile à Kinshasa. Nous ne savons pas très très bien si c'est uniquement du ressort de la ville-province de Kinshasa ou si les ministères sont aussi, quelque part redevables de ces impossibilités de dérouler à Kinshasa. Vous faites l'aéroport jusque à traverser la ville, vous le faites en 5-6 heures. Ce n'est pas normal, Monsieur Bolodjoa. Oui, comme vous l'avez dit, la compétence de la régulation de route est entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Et cela ressort des dispositions pertinentes de l'article 203 de la Constitution. Ce sont des compétences concurrentes entre les provinces, qui sont des entités régionalisées, et le gouvernement central. Mais fort malheureusement, nous nous rendons compte que c'est plus le gouvernement central qui s'accapare de la situation. Il prend certaines décisions qui apparaissent symptomatiques, parce que déjà, ils ont eu à prendre des décisions exceptionnelles qui ne cadrent même pas avec notre code de la route. Ils ont permis à ce que le véhicule puisse violer d'autres bandes. C'est vrai que c'est exceptionnel, mais cela n'a pas résolu le problème, d'autant plus que l'essentiel de routes qui relient deux communes ne sont pas praticables. Voyez-vous, vous êtes par exemple sur le boulevard du 30 juin. Ceux qui veulent aller vers la commune de Kinshasa sont astreints de contourner vers Willery pour prendre leur route habituelle. Alors que si on avait Ouangata en bon état, on avait Kasavubu en bon état, on avait Kassai, Kabamba, tous ces avenues-là étaient en bon état, Kabinda, eh ben, on allait faciliter le flux et on allait désengorger les routes qui sont aujourd'hui bouchées. Un autre élément, c'est le système que l'on met pour la réhabilitation des routes. Comme vous le savez, nous avons créé le FONER, c'est un fonds national pour l'entretien de routes. Et ces fonds-là, apparemment, sont affectés ailleurs. Ça ne sert pas, en fait, l'objectif pour lequel ils ont été créés.
Et nous voyons qu'il y a un problème de financement de routes, il y a un problème de programmation en termes de la construction, de réhabilitation de routes. Il y a un problème en fait, ils ont créé d'autres structures parallèles et puis il y a un problème de suivi en termes de construction de routes parce que la qualité ne suit pas. Et donc tous ces éléments-là mis ensemble justifient dans une large mesure la situation qui est la nôtre aujourd'hui. En tout cas, situation extrêmement difficile au point où partant de Belgique jusqu'en RDC, on devrait passer 7-8 heures, mais plus de la moitié de ce temps, on va le passer à traverser la ville de Kinshasa. C'est assez difficile. Monsieur Bolodjoa, nous vous avons surtout appelé pour que vous nous parliez de ce qui fait l'actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et principalement, d'abord, il y a cette problématique difficile à comprendre, celle de la modification ou du changement de constitution, telle que Monsieur le Président de la République, comment dirais-je, Tshisekedi Tshilombo est en train de le faire. La première fois où Monsieur Tshisekedi a abordé la problématique de la modification de l'appareil de l'État en République démocratique du Congo, c'est quand il a commencé à dire regardez, il y a une instabilité terrible dans les provinces, les assemblées provinciales font tomber le gouverneur comme des mouches, il y a une instabilité, il faut résoudre ce problème. Donc, à ce vrai problème qui est posé sur, comment dirais-je, sur la gestion de nos provinces, entre les assemblées provinciales et le gouverneur qui est élu de manière indirecte, lui vient apporter, il propose une solution, en tout cas il a dit de lui-même, il disait, mais écoutez, c'est parce que les gouverneurs sont élus qui est le problème. Et donc, il faudrait que Kinshasa décide des gouverneurs. Autrement dit, que lui-même commence à nommer comment dirais-je, les gouverneurs. Alors, Monsieur Bolodjoa, comment, à partir d'un bon constat, c'est-à-dire qu'on constate qu'il y a une certaine, comment dirais-je, le fait que les gouverneurs ne restent pas en place très longtemps, il y en a eu, en tout cas, qui ont été écartés dans plusieurs provinces. Mais comment, à partir de ce constat qui est juste, apporter une solution aussi irréfléchie, je peux me le permettre en tout cas, parce que on constate que le premier bénéficiaire de la solution que lui propose, c'est-à-dire qu'il commence à nommer, c'est d'abord lui-même, que lui-même ait encore plus de pouvoir que celui qu'il a aujourd'hui, en commençant à nommer des gouverneurs plutôt que ceux-ci soient élus. Bon, comme vous le savez, la question sur le changement de la Constitution ne date pas d'aujourd'hui. C'est un débat séculier qui a commencé bien avant. Si je peux me le permettre, vous avez une idée au moins sur la vie de Jules César, lui qui était nommé comme dictateur dans la République romaine. Il avait vu qu'il devenait de plus en plus populaire. Lui qui avait la mission de gouverner Rome pendant au moins 10 ans, il s'est décidé de changer le loi justement pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire que c'est là entre dans la vraie nature de l'homme. L'homme est caractérisé par une animalité empirique et à chaque fois quand il n'arrive pas à se ressaisir par rapport à la folie que nous impose le pouvoir, il a tendance à considérer qu'il a un pouvoir supra-constitutionnel. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs les innombrables crises qu'il y a au niveau de l'Afrique, parce que les gens ne savent pas que on a tué l'homme politique pour créer l'homme moral qui sont des institutions en fait. C'est-à-dire qu'on a transféré le pouvoir d'agir aux institutions. Ce sont les institutions qui sont là justement pour appliquer le politique public et ainsi de suite. Bien qu'il y a des animateurs, mais ce sont plutôt ces principes-là qui gouvernent la société. Alors, M. Félix Tshisekedi n'est pas loin de cette réalité. Il est il a cette nature-là. Vous comprenez qu'en tant qu'humain, il peut être appelé à chercher à se maintenir au pouvoir.
Mais fort malheureusement, il est fait de la plus mauvaise manière. Voyez-vous? Parce que déjà au départ, pour combattre une constitution, il faudrait la connaître. Pour arriver à réformer l'État, il faudrait les connaître. Vous ne pouvez pas venir parler de questions aussi épineuses sans maîtriser l'histoire politique. Voyez-vous? Vous savez, lorsqu'on a renversé le pouvoir Kasavubu Lumumba, le premier coup d'État, le gouverneur avait un autre statut. Nous sommes arrivés en 1964-65, lorsque Mobutu a renversé le pouvoir, il nous a amenés avec la constitution de 1967. Cette constitution a consacré un certain nombre de pouvoirs en la personne du président. Nous avons évolué. En 1970, il a eu à réviser la constitution, 71, 1974 et même en 1994. Laurent Désiré Kabila est arrivé, bien qu'il a fait semblant d'organiser des élections par main levée, mais l'essentiel de gouverneurs ont été nommés. C'est-à-dire de 1965 jusqu'en 2006, l'essentiel de gouverneurs où tous les gouverneurs étaient quasiment nommés. C'est-à-dire que le président de la République prenait soit un décret, soit une ordonnance pour les nommer. Mais nous sommes rendus compte que le gouverneur nommé était dans un cadre de la concentration du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils étaient le bras séculier du gouvernement central. Or, nos amis qui prônaient pour le fédéralisme nous ont démontré que l'autonomisation de province allait plus permettre à l'État de gagner en termes d'efficacité, mais aussi en termes d'efficience. Ils ont voulu assez que nous arrivions à avoir des États de fédération, justement pour qu'on puisse se rapprocher, le gouvernant et le gouverné, que l'on ne soit pas trop loin du problème que l'on veut résoudre, parce que la concentration du pouvoir faisait que le président de la République devait prendre des décisions sur des entités qui sont plus éloignées de lui. Voilà pourquoi nous avons dit, ok, comme vous pensez, vous le fédéraliste, vous pensez que nous devons donner une large autonomie, nous avons opté pour le régionalisme constitutionnel dont le maître mot est la décentralisation. De ce fait, les entités régionalisées, c'est-à-dire nos provinces, ont une certaine autonomie. On leur a conféré un certain nombre de compétences. Mais pour que nous mettions un mécanisme de surveillance, de contrôle de gestion, nous avons créé les assemblées provinciales. C'est-à-dire que les assemblées provinciales ont pour mission de contrôler le gouvernement provincial qui, du reste, sont leur émanation. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes dans cette optique-là. Oui, M. Bolodjoa. Nous reconnaissons aux provinces le pouvoir des décisions sur certaines questions qui touchent directement aux besoins des développements, mais en même temps, nous créons un mécanisme de contrôle et de suivi afin de ne pas permettre aux gouverneurs de développer la tendance sécessionniste qui nous poussait, nous, les unitaristes, à ne pas désirer le fédéralisme. Vous comprenez? Alors, dans ce contexte-là, on dit, OK, les députés provinciaux doivent nous présenter un gouverneur qui doit être élu. Alors, le fait qu'il ait l'émanation du gouvernement, de l'Assemblée provinciale a un pouvoir d'injonction sur lui. L'Assemblée provinciale a le pouvoir de le sanctionner. C'est comme ça que nous avons vu la chose. Monsieur Bolodjoa, juste à cet endroit-là, le gouverneur n'est qu'en partie l'émanation des assemblées provinciales, parce que il n'est pas obligé d'être un élu de l'Assemblée provinciale pour être désigné, parce que c'est une partie en tout cas des problèmes qui sont posés. Pourquoi le législateur congolais a voulu que l'élection soit indirecte à partir d'une personne qui ne fait pas partie de l'Assemblée provinciale? N'importe qui a de l'argent, qui a du pouvoir, ainsi de suite, peut venir et postuler pour être gouverneur sans passer par la case être d'abord un élu de l'Assemblée provinciale. C'est aussi un des problèmes que nous connaissons dans les provinces. Bon, en fait, le problème, c'est que déjà au départ, la Constitution n'a pas interdit à un élu député
d'être candidat. Nous avons voulu que le gouverneur soit élu au suffrage universel indirect, justement parce qu'il doit être élu par les élus. Voyez-vous, les députés provinciaux sont élus au suffrage universel direct et à leur tour, ils élisent le gouverneur qui peut être député provincial ou autres Congolais, parce qu'il y a de ces Congolais qui sont indépendants, qui sont membres des partis politiques, mais qui peuvent, n'est-ce pas, compétir dans le challenge du gouverneur pour avoir le gouvernorat. Et généralement, le gouverneur est élu sur une liste. Il a un colistier. C'est lui qu'on appelle le vice-gouverneur. Alors, dans cette démarche, l'essentiel, c'est de mettre l'accent d'abord sur le mode d'évolution. Mais ce que vous avez soulevé sur l'immoralité ou la capacité financière d'influencer et tout ça, ça c'est d'ordre moral. Voyez-vous? Mais là, nous sommes dans une approche purement politique. C'est-à-dire qu'on fixe le mode d'évolution du pouvoir comme moyen d'accession au pouvoir. Ce sont les élections. Alors, les élus, ils sont élus. Le gouverneur est élu. C'est-à-dire qu'il est élu par l'Assemblée provinciale. Et il est redevable vis-à-vis de cette assemblée provinciale. Monsieur Bolodjoa. Si l'assemblée... Monsieur Bolodjoa, oui, mais il y a une faille terrible dans cette organisation-là. C'est-à-dire que si le gouverneur est élu à partir du fait qu'il est lui-même, député provincial, il a un parti qui le soutient. Il a des membres dans cette assemblée qui le soutiennent. Ça participe de la stabilité du gouvernorat. Donc partout où les élections sont faites de cette manière-là, en tout cas, intrinsèquement, le gouverneur a une certaine, entre guillemets, une sorte de majorité au sein de cette assemblée qui fait que il peut gouverner de manière plus ou moins stable. Mais quand c'est un individu qui est venu pour 1000 raisons, qui s'est fait élire, mais il n'a pas d'électeurs qui lui sont plus ou moins fidèles, sauf à payer. Et donc là, il y a une faille qu'il faut essayer de reconnaître, M. Bolodjoa. Bon, en fait, ça dépend des approches, ça dépend de la perception que l'on s'est fait. C'est qui est vrai. Il y a eu des gens qui avaient la majorité parlementaire, la majorité à l'Assemblée provinciale, mais qui ont mégéré. Je vous donne par exemple le cas du Kasaï oriental. Voyez-vous, le Kasaï oriental, la législature passée, au Kasaï oriental, il y avait un Maouéja. Il était issu d'une assemblée provinciale dont l'UDPS avait la majorité. Mais cela ne lui a pas permis de durer longtemps et de bien gérer. C'est-à-dire que nous sommes là d'abord dans une approche positive. Parce que si vous revenez sur l'approche normative, vous risquez... Nous sommes dans une approche normative. Si vous entrez dans une approche positive, vous allez vous rendre compte que la nomination expose plus les provinces que les élections. Parce que dans la nomination, c'est la personne du président qui désigne la personne de son choix. Bien sûr. Voyez-vous? De la même manière, aujourd'hui, l'essentiel des gouverneurs sont de la famille politique de Félix Tshisekedi. Et l'essentiel des assemblées provinciales ont la majorité, le membre de la famille politique de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait seulement qu'ils sortent tous de la même famille, ils devaient bien gérer. D'autant plus que l'autorité dite morale, c'est lui qui est le président de la République, c'est lui qui a la maîtrise de l'Assemblée nationale, c'est lui qui a la maîtrise du Sénat, c'est lui qui a la maîtrise des assemblées provinciales. Toutes choses restant inchangées, en réalité, il devait bien gérer. Mais fort malheureusement, la donne que vous introduisez, c'est la donne de l'immoralité. Or, si vous allez dans cette approche positive, vous allez vous rendre compte que l'immoralité est sanctionnée et prohibée par nos lois et par la Constitution. C'est-à-dire que ceux qui ont la possibilité d'appliquer le loi ne le font pas. Parce que c'est lui qui n'a pas la majorité de l'Assemblée provinciale. Il peut avoir l'intention de postuler, mais il n'a aucune garantie pour être élu. Si c'est le jeu politique. Utiliser le moyen pour convaincre le député, c'est ce qu'on appelle corruption. Alors en réalité, un monsieur comme ça ou une dame comme ça devait voir sa candidature être rejetée, d'autant plus que la loi électorale déjà condamne la pratique de la corruption.
Vous comprenez? C'est-à-dire que dans tous les cas, l'immoralité peut aussi intervenir, que ce soit dans la nomination, que ce soit dans le vote direct. Il suffit seulement que l'on applique les lois les lois et la Constitution pour nous garantir dans cet aspect de choses. Alors, ce que je disais, c'est que le gouverneur a double statut. Du fait de dispositions pertinentes de l'article 202, il y a des compétences exclusives du gouvernement central. L'article 203, il y a les compétences concurrentes entre le gouvernement central et le gouvernement provincial, comme je l'avais dit. Et l'article 204 énumère les compétences exclusives de province. En ce qui concerne les compétences exclusives de province et les compétences concurrentes entre le gouvernement provincial et le gouvernement central, le gouverneur est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Mais sur le matière qui relève de la compétence du gouvernement national et les compétences concurrentes, le gouverneur est la représentation du président de la République qui est le chef de l'État. Vous comprenez? C'est-à-dire que le gouverneur a double statut. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Mobutu, nos provinces étaient des entités des entités administratives. C'était des entités administratives parce que nous étions dans le cadre de la concentration du pouvoir. C'est-à-dire que c'était une concentration du pouvoir central. Mais le fait seulement que nous ayons opté pour le régionalisme constitutionnel, dont le maître mot reste la décentralisation, qu'est-ce qui s'est passé? Nos provinces sont muées en entités politico-administratives. C'est-à-dire, dans les provinces, il y a la concentration et il y a la décentralisation. Voilà pourquoi vous trouvez nos provinces ont une autonomie de gestion. Au sein de nos provinces, on a deux statuts, deux types d'entités. Les entités décentralisées ainsi que les entités déconcentrées. Les matières telles que la défense, la sécurité, ce sont des compétences exclusives du gouvernement central. Voyez-vous? Mais le gouverneur, en tant que représentant du président de la République, il exerce ces fonctions-là. Il fait partie du conseil sécuritaire de la province. Il a un commandement de la province au niveau de la police et au niveau de l'armée. C'est lui qui coordonne les actions au nom du président de la République. Monsieur Bolodjoa. Mais les matières qui relèvent de la compétence exclusive du gouvernement provincial, en ce moment-là, il exerce en tant que tel. C'est-à-dire qu'il a double statut. Voilà pourquoi vous trouvez, quand même qu'il soit élu au suffrage indirect, pour entrer en fonction, il doit être investi par une ordonnance du président de la République. C'est comme ça, c'est-à-dire que nous avons voulu créer des garde-fous parce que nous n'avons pas voulu reconnaître plus de pouvoir aux provinces parce que, comme vous le savez, au regard de notre histoire, il y a une tendance sécessionniste. Il fallait maintenant créer une sorte de verrou pour qu'il n'y ait pas de déviationnisme. C'est dans ce contexte-là que nous sommes arrivés à avoir ces choses-là. Monsieur Bolodjoa. Le fait seulement que nous ayons opté pour la décentralisation, le fait seulement que nous soutenons la démocratie à la base, si on ne va plus élire le gouverneur, ils sont nommés. Naturellement, au niveau de nos provinces, il n'y a plus de démocratie. Monsieur Bolodjoa, en tout cas, il y a personne, surtout pas ici, qui souhaiterait que le gouverneur soit nommé, et encore moins par la présidence à Kinshasa. Juste un petit élément par rapport à ce que vous êtes en train de dire. On a vu les ministres de l'Intérieur à Kinshasa, des gens qui sont nommés, qui n'ont aucune légitimité que ce qui leur est accordé par le gouvernement qui les a choisis, convoquer un gouverneur et le bloquer à Kinshasa. Sur base de quelle loi un ministre de l'Intérieur peut-il convoquer un gouverneur de province et le bloquer à Kinshasa? Bon, en fait, là, ce sont des déviations que nous constatons, justement parce que les gens ne veulent pas intérioriser l'esprit de la Constitution ou l'esprit qui a animé le constituant à nous donner cette option. Premièrement, dans la charpente institutionnelle, comme je l'ai dit, le gouverneur assume aussi des fonctions d'ordre sécuritaire. Alors, dans la conception de la concentration du pouvoir qu'il y avait avant, il dépendait du ministre en charge de l'Intérieur. Mais alors qu'en réalité, aujourd'hui, le gouverneur a double autorité.
C'est-à-dire qu'il peut être appelé par le président de la République ou par les délégués pour certaines questions, des questions d'ordre sécuritaire. Mais on ne peut pas les convoquer par le ministre pour faire de lui ce que l'on veut. Ça, il y a entorse. Il y a entorse. Alors pourquoi cela s'est fait? Justement parce que Kabila, en révisant certaines dispositions en 2011, il s'est donné plus de pouvoir que ce que lui conférait la constitution originelle. C'est ça en fait le problème. Alors ils en abusent, ils veulent maintenant considérer le province comme des entités déconcentrées. Non, la province n'est pas le bras séculier du ministre de l'Intérieur. La province est une entité autonome. Est une entité autonome. Et ils ont une personnalité juridique. Le gouverneur dépend des députés provinciaux, mais ils traitent aussi sur des questions d'ordre sécuritaire. S'il y a un problème d'ordre sécuritaire, il peut être invité effectivement par le gouvernement, mais le ministre n'a pas le droit de lui priver sa liberté dès lors qu'il a d'autres responsabilités qui échappent au contrôle du gouvernement central. Donc ce sont des déviations qui ne sont pas cristallisées dans la Constitution ni dans les lois, parce que généralement, quand ils font usage de cette pratique, ils font référence aux anciennes lois qui sont supposées être surannées. Parce qu'on ne peut pas juxtaposer plusieurs constitutions, plusieurs lois, alors que le contexte ayant changé. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Monsieur Bolojua. Un autre élément qui a été relevé par le président de la République concernant la nécessité de modifier ou de changer la Constitution, c'est que le président pense que la constitution actuelle ouvre la porte à des possibilités de démembrement de notre pays à partir du moment où il est clairement écrit là-dedans que, comment dirais-je, que le Congo peut céder une partie de sa souveraineté pour, comment dirais-je, pour le bien, quelque part, de l'unité africaine. Et ça, première question, Monsieur Bolojua, quel est l'esprit comment dirais-je, du constituant quand il a écrit cet article qui dit que effectivement pour certains besoins de l'intégration régionale ou africaine, le Congo peut accepter de céder une partie de sa souveraineté. Quel est l'esprit de cet article? Bon, le malheur est que M. Félix Tshisekedi étant souffrant d'une chasteté cognitive en matière de la gouvernance, il a une interprétation, je dirais, atypique en fait, des dispositions de la Constitution. Déjà, nous devons savoir que dans la Constitution, il y a plusieurs chapitres, il y a plusieurs titres. Le titre qui concerne la souveraineté, c'est au début de la Constitution. Voyez-vous? C'est au début de la Constitution. C'est à partir déjà de l'article 1er jusque vous allez à l'article 9. Je lis d'abord l'article 9 pour que nous comprenions. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux, les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur le mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de cession du domaine de l'État visées à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Cela sous-entend quoi? Sur les questions de la souveraineté, la question est suffisamment claire. L'État exerce une souveraineté permanente, c'est-à-dire que cette souveraineté ne peut pas être rompue. C'est là la question de la souveraineté. Mais l'article dont fait mention M. Félix Tshisekedi, fort malheureusement, il est lit à sa manière, et je comprends pourquoi. Il s'agit de l'article 217. Et cet article entre dans le cadre des traités et accords internationaux. Comme vous le savez, la souveraineté nationale, sous pied de l'article 5 et même l'article 1er de la Constitution, la souveraineté nationale, il y a une souveraineté nationale. La souveraineté nationale est reconnue au seul peuple. Voyez-vous, c'est le peuple qui est souverain. Sur le plan interne, l'État exerce son pouvoir, son droit, sa force, son pouvoir coercitif
dans notre territoire. Parce que l'influence de notre État se limite au niveau de 2 345 409 km². C'est là où on exerce notre influence. Nous ne pouvons pas exercer notre influence en dehors de nos frontières. Mais le fait que nous soyons sujets du droit international, membres de la communauté internationale, nous sommes en relation avec les autres États. Vous comprenez? En tant que tels, les relations qui nous lient avec les autres États ne sont pas assujetties par nos lois. Le fait que nous soyons sujets du droit international, nous sommes en coopération, que ce soit avec les États, que ce soit avec les organisations. Mais pour que nous coexistons en international, on ne peut pas imposer nos lois. C'est vrai qu'en interne, il nous est reconnu le droit de décider sur ce que nous voulons. Nous avons le pouvoir de décider en dernier ressort. En tout cas, allô? Allô? Ce sont des lois que nous avons acceptées préalablement, qui s'appliquent au niveau international et qui ont aussi tendance à influencer nos décisions en interne. Je vous prends juste des cas. Nous sommes membres du droit, membres de la communauté internationale. En tant que tel, nous avons un engagement en international par rapport à la gestion de nos forêts. Comme vous le savez, nous avons participé à la signature du protocole de Kyoto et nous l'avons ratifié. Voyez-vous? Et cela nous a obligés à nous de réclassifier nos forêts. C'est-à-dire le fait que la communauté internationale est soumise à une pression naturelle de l'atmosphère avec la problématique du réchauffement climatique, la communauté internationale qui reconnaît que nous sommes membres de cette organisation a demandé à ce que nous réduisions notre production anthropique, mais aussi réduire notre exploitation de forêts pour sauver le monde. Ces conventions-là, cette réalité-là n'est pas régie par nos lois. C'est régi par les lois internationales. Voyez-vous? Et cela a fait que, dans ce contexte, nous étions astreints, nous, en interne, de revoir notre code forestier. Nous avons donné un code forestier justement pour répondre à l'exigence de la communauté internationale. Deuxième élément, dans notre territoire ici, où l'État exerce pleinement sa souveraineté, il y a des coins où l'État n'a pas le droit d'injonction, n'a pas le droit d'imposer sa volonté. Par exemple, les ambassades. Les ambassades sont chez nous, mais les ambassades ne sont pas soumises à toute notre législation. Ils ont une gestion exceptionnelle, c'est-à-dire que la manière dont nous gérons les questions diplomatiques au niveau national diffère de la loi qu'on exerce sur nous. Il vous souviendra que certains généraux, certaines personnes ici chez nous ont été arrêtés du simple fait d'avoir violenté ou d'avoir violé la propriété d'un agent, d'un diplomate. C'est là, en fait, ce qui ressort de l'idée de la Constitution à ces niveaux. C'est-à-dire que nous sommes sujets du droit international, nous pouvons être en alliance avec d'autres pays, nous pouvons être membres des organisations tant sous-régionales que régionales et même internationales. De ce fait, nous cédons partiellement notre droit souverain sur des questions qui nous lient. C'est par exemple aujourd'hui, c'est le système OHADA qui s'applique chez nous. C'est-à-dire que nous avons voulu nous mettre ensemble avec les autres États dans le cadre de l'intégration régionale et de facilitation de commerce. Eh bien, nous ne pouvons pas appliquer notre loi. Nous avons créé avec les autres un système comptable qui échappe à nos lois. Parce qu'avant la ratification de OHADA, il s'appliquait dans notre pays, n'est-ce pas, le plan comptable congolais.
Alors, nous avons abandonné les plans comptables congolais. Aujourd'hui, c'est le système comptable OHADA qui s'applique chez nous. C'est-à-dire que si nous sommes en conflit entre nous et une entreprise, eh bien, l'instance qui doit trancher les litiges n'est pas la loi, l'instance juridictionnelle congolaise, mais plutôt l'organisation qui était mise en place par rapport à ça. Mais monsieur Bolojwa, oui, nous avons, s'il vous plaît, nous avons l'obligation, nous sommes astreints, n'est-ce pas, à accepter préalablement. C'est-à-dire que nous signons un traité, nous déposons les instruments de ratification, là nous exerçons notre souveraineté parce que nous ne sommes pas obligés. Nous acceptons et cela s'applique chez nous. Et c'est ce qui est dit dans cet article. Fort malheureusement, souffrant d'une chasteté cognitive sur des questions de gouvernance, il est emballé dans ces genres de débats. Monsieur Bolojwa, juste une petite remarque quand même. Cette disposition de notre loi détermine quand même aussi l'orientation qui devrait guider cette perte de souveraineté. La loi dit que cela devrait se faire en vue de promouvoir l'unité africaine. Et ça, c'est très important parce que, bon, moi, je suis... les gens qui nous ont suivis depuis très longtemps savent que nous sommes panafricanistes. Et moi, personnellement, je suis plutôt partisan d'une idée qui avait été abandonnée. Et c'est le Congo qui était le Zaïre à l'époque qui a été à la base de cette idée. C'est l'idée de la Ligue des États d'Afrique noire. C'était une idée extrêmement intéressante qui aurait pu nous permettre en tout cas d'avancer globalement les États d'Afrique noire et indépendamment en fait des États d'Afrique du Nord par exemple, parce que fondamentalement nous avons énormément de choses à nous reprocher. Donc c'était juste pour ajouter cet élément-là. Il s'agit pas de n'importe quelle perte de souveraineté, mais il s'agit de le faire en vue de promouvoir l'unité africaine. Mais c'était juste une petite parenthèse. Mais nous notons que d'après ce que vous dites, en tout cas, la compréhension de notre Constitution par le président de la République est suffisamment faible et vous le déplorez. Mais alors, il y a un autre point, monsieur Bolojwa, on va aller très très vite. Monsieur Tshisekedi dit en dernier lieu, et c'est un des points principaux, c'est que la Constitution n'est pas nôtre. C'est pas nous qui avons écrit cette Constitution, le constituant n'est pas souverainement congolais, si je peux le dire ainsi. Et ça, c'est quelque chose qui rentre facilement dans la tête des gens, alors que toutes les démonstrations ont été faites pour dire que l'essentiel a quand même été écrit par des Congolais. On a peut-être consulté l'un ou l'autre spécialiste international, mais la matière fondamentale de cette constitution est une matière congolaise. Bon, déjà, si vous le permettez, à l'article 217, lorsqu'on dit la République démocratique du Congo peut conclure, c'est-à-dire qu'on nous reconnaît une certaine souveraineté de décider ou de ne pas, d'accepter ou de ne pas accepter. Absolument. Des traités ou des accords d'association. Lorsqu'il s'agit des associations, cela veut dire vous cédez et vous recevez quelque chose dans le cadre bilatéral. Lorsqu'on dit ou de communauté, c'est-à-dire on se met ensemble. Mais nulle part ici, on a dit on cède pour ne rien recevoir. Et on ne parle pas en termes de terre. Voyez-vous, cette manière de percevoir, c'est justement parce qu'il a l'intention de manipuler l'opinion. Alors, par rapport à la question à cette question de l'origine de la Constitution. Vous savez, nous avons le malheur d'avoir quelqu'un qui est caractérisé par le souci de mentir. Et le fait seulement qu'il est vulnérable, très souvent, lui aussi, il est victime du mensonge. C'est-à-dire qu'il prend ce qui s'est dit dans la rue et il en fait une philosophie, une pensée politique. C'est que M. Félix Tshisekedi dit par rapport à l'origine de ceux qui auraient rédigé ou conçu la Constitution, c'est ce qui s'est dit dans la rue. C'est-à-dire que ce sont ces militants qui le disaient et lui, le fait qu'il reproduit, il n'a fait que ressasser cela. Nous le savons tous que la Constitution ou le forme de Constitution ne sont pas congolaises. Ça, c'est clair.
Parce qu'aucune de nos tribus ou de nos groupes ethniques avait une constitution écrite. Aucune. Nous l'avons copiée de l'Occident, parce que l'idée de constitution écrite vient d'ailleurs. Et la question de constitution a commencé chez nous, d'abord par rapport à la loi fondamentale, en 1959-1960, on nous proposa une constitution ou une loi fondamentale qui organise l'État. Nous avons eu la constitution de Loulo-Abour en 1964, qui a souffert dans son application. Nous avons eu la constitution de 1967. Nous avons eu la révision de 1970, la révision de 1971, la révision de 1974, la révision de 1994, mais entre les deux, il y avait aussi une constitution qui était proposée, la constitution de 1992, qui était la constitution de la Conférence nationale souveraine. C'est là notre historicité, notre histoire sur les constitutions. Alors, on confie la mission, n'est-ce pas, au Sénat, pour proposer un avant-projet. Le Sénat conçoit. Voyez-vous, la commission avait conçu, je pourrais appeler le canevas de la Constitution. Ils ont essayé d'analyser à leur niveau. Ils ont donné les orientations politiques nécessaires. Ils ont maintenant procédé par la consultation de l'élite intellectuelle, l'élite scientifique. Ils ont consulté des professeurs d'université qui, du reste, n'étaient pas sénateurs. Et dans le lot, ils ont consulté aussi d'autres experts sur des questions juridiques et essentiellement constitutionnelles. Ils ont émis leur point de vue, ils ont fait leurs propositions. Mais le comble est que le constituant ou le Sénat n'avait pas tout pris. Il a pris ce qu'il trouvait nécessaire. C'est-à-dire que les experts sont venus apporter la technique légistique. Ce n'est pas qu'ils ont apporté la philosophie de la Constitution. Non, ils ont apporté du côté légistique comment élabore-t-on la Constitution. Et ils ont débattu sur certaines questions en termes d'options, parce que l'option que nous avons fait une sorte de mixture de plusieurs options. Et ils ont essayé de voir si dans leur pays, cela a été facile d'appliquer. Ils n'ont fait, c'était qu'une consultation. C'était pas une décision. Alors, ils ont fini le travail avec les experts, ils ont apporté la donne politique et ils nous ont proposé une constitution, un avant-projet de constitution avec 219 articles. Je précise, 219 articles. Mais aujourd'hui, nous avons une constitution de 229 articles. Alors, sur les 219 articles, ils ont eu à rejeter, déjà à ce niveau-là, au niveau de l'Assemblée du Sénat, 6 articles. Ils ont élagué 6 articles. Ils ont revisité certaines dispositions qui leur a été proposées et ils ont modifié en profondeur 139 articles. Ça, c'est au niveau déjà du Sénat. Et ils ont renvoyé au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a révisité aussi. Il y a eu des amendements profonds sur près de 139 articles. Monsieur Bolodjoa. Ils ont ajouté 10 articles et ils ont élagué 6 autres articles. C'est-à-dire que si nous avons aujourd'hui la Constitution actuelle, effectivement, ça a suivi un long processus. Et voilà, on décide maintenant, on dit, non, voilà, c'est une constitution des étrangers. Non, mais attendez, ce n'est pas le fait qu'on a consulté un certain nombre d'experts que cela donne la nationalité à cette constitution. Parce que ce ne sont pas les experts qui ont décidé. Monsieur Bolodjoa, juste parce que vous connaissez tout ce qui a été élagué, ainsi de suite, y a-t-il un élément de cette constitution qui n'a pas été retenu que vous regrettez vous-même? Bon, en fait, je prends d'abord l'exemple de l'article 70 actuel. Lorsque lorsqu'on envoyait l'avant-projet de la Constitution à l'Assemblée nationale, les dispositions de l'article 70 étaient l'article 71. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce sont de matières de l'article 71 qui se retrouvent maintenant à l'article 70. Parce qu'on avait élagué certaines autres dispositions et on a y ajouté, c'est devenu l'article 70.
dans le débat, il y avait deux postulats. Le premier postulat voulait assez que le président de la République soit élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable. Alors, dans leur perception, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qui n'était pas acceptable, qu'ils fassent 3 mandats consécutifs. Et la tendance était soutenue par l'essentiel de ceux qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée. C'est-à-dire qu'il y avait Kabila, il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Roubewa, il y avait Mboussa Nyamwisi, il y avait Roger Lumbala. Ils ont soutenu ça. Et nous, à l'époque, nous étions représentés par Emery Okunji, et il y avait d'autres personnes de la société civile. Nous avons dit niet. Parce que l'idée était de ne pas permettre à quelqu'un de nous imposer une sorte de folie du pouvoir en cherchant à se maintenir. On devait limiter le nombre. C'est nous qui avons décidé, qui avons influencé l'opinion, qui avons influencé la tendance. C'est par contre nous qui avons dit qu'il fallait aussi limiter le nombre de mandats. Et dans ces débats-là, nous l'avons remporté. Et les autres ont accepté. C'est-à-dire que ce n'est pas que dans cette constitution, tout est parfait. Mais je pense que ceux qui veulent apporter des changements n'apportent pas des innovations, en fait. Ils ne reprennent que ce qu'il y a eu dans les autres constitutions. Parce que si on veut que le président de la République puisse commencer à nommer le premier ministre sans la majorité, si on veut que le président de la République puisse nommer le gouverneur sans l'Assemblée provinciale, ne pensez pas que ça n'a jamais existé. Ça a existé, mais ça a échoué. Et donc, moi, je pense qu'il y a certaines matières, telles que la question, la promotion du genre, où on parle de la discrimination de la femme. Moi, personnellement, je n'étais pas d'accord. Parce que je considère que le fait seulement de le dire était une manière discriminatoire contre la femme. Parce que déjà, il y a certains articles qui énonçaient déjà le principe de l'égalité. Alors, pourquoi faire une disposition exceptionnelle pour la femme? C'est sur ces questions-là que nous avons contesté. Et lorsque nous avons dans le cas de débat, il y avait un problème sur l'article 10 de la Constitution. Et dans notre argumentaire, on disait qu'on aurait donné la nationalité à ce que l'Oka appelle les Banyamulenge. Mais lorsque nous avons lu la loi de 2004, parce que la loi de 2004 était issue de l'accord global et inclusif et de la constitution de la transition, on s'est rendu compte que l'article 4 avait déjà énoncé le principe sur la nationalité et aucunement on n'a parlé de la nationalité d'origine. C'est comme ça que nous sommes dit, ok, ça valait quand même la peine et c'est passé par référendum. Et donc, ceux qui veulent maintenant l'attaquer, ne l'attaquent pas parce qu'elle a des faiblesses. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils vont apporter une constitution sans problème. Ils ne vont pas apporter une constitution parfaite. Cette constitution aura certainement des lacunes. Et déjà, le fait que vous défendez l'idée que le président de la République puisse commencer à nommer le gouverneur, vous comprenez que nous ne sommes pas déjà d'accord. Et donc, ça va toujours susciter débat. Mais ce qui est important, il faut reconnaître que si nous avons respecté cette constitution, si nous l'avons réellement appliquée, le pays serait très loin. Très loin. Que ce soit sur le plan démocratie, que ce soit sur le plan de gouvernance au quotidien, la question sociale, sécuritaire, ça allait être résolu parce que cette constitution a tenu compte de notre histoire et de nos réalités profondes. Aujourd'hui, on veut tailler une constitution sur le saut d'humeur de quelqu'un. Nous disons non. En tout cas, Monsieur Bolojwa, nous arrivons à la fin de notre échange. Pourtant, il restait un chapitre concernant donc les rencontres de Luanda avec votre nouvelle ministre des Affaires étrangères. C'était un chapitre important. Mais vraiment, peut-être que nous allons vous rappeler d'ici 15 jours pour aborder cette question des affaires étrangères et surtout de la politique étrangère de la RDC
si déjà la RDC aujourd'hui a une politique étrangère, parce qu'on se rend quand même compte qu'il y a des grosses matières, on donne à des gens qui n'en connaissent pas grand-chose, aller négocier à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui nous émeut, que nous n'arrivons pas à comprendre. Monsieur Bolojua, en ce qui vous concerne vous-même, vous avez récupéré votre passeport? Oui, depuis le mois d'octobre. Oh, d'accord, c'est parfait. Donc, vous pouvez maintenant voyager sans, comment dirais-je, sans crainte, si je peux le dire. Non, mais ne vous en faites pas. Même pour me déplacer en interne, ça me prend plusieurs minutes que les autres. Ah oui, d'accord. Appeler la direction générale. La direction générale doit appeler le Conseil national de sécurité et ils doivent consulter le directeur de cabinet de M. Félix. C'est un peu compliqué avec ces gens. Votre parti... Mais j'arrive quand même à voyager en interne. D'accord. Votre parti politique est, moi je vais dire, en construction. Est-ce que cela va positivement? Oui, oui. En tout cas, ça évolue. Il y a des adhésions. Il y a des adhésions, il y a des gens qui comprennent petit à petit la vision que nous portons. Et ça fait qu'aujourd'hui, en tout cas, on a l'ambition d'être parmi les grands. En tout cas, Monsieur Bolojua, merci beaucoup. Merci à vous.